Nous allons maintenant faire un pont entre la question des langues du droit international, je crois, et de la narration du droit international, des différents discours philosophiques et des points de vue sur le droit international, avec le directeur des études de l'Association de droit international, l'ILA, professeur Pierre Baudot-Livinec, qui est professeur à l'Université Paris-Nanterre. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Clémentine. Le temps est compté, donc je vais faire très vite, mais je voudrais tout de même remercier la Société péruvienne de droit international pour son invitation. Je représente modestement l'ILA, comme le président l'a rappelé tout à l'heure, qui fête ses 150 ans cette année, donc je crois que c'est important, comme l'Institut de droit international d'ailleurs, je crois que c'est important que nous soyons ici réunis. Puis bien évidemment, je remercie Jean-Marc Sorel pour la Société française et Pasquale Desserna pour la Société italienne. Alors, le programme de ces 2 journées nous invite, je cite, à réfléchir on the current challenges facing international law and on the role our societies can play in addressing them. Et bien évidemment, j'ai un temps très limité pour apporter ma petite pierre à ce sujet extrêmement ambitieux. Donc je me contenterai d'un seul défi, d'un seul challenge et de quelques observations et remarques pour essayer, non pas de le résoudre, mais en tout cas de mieux le comprendre. Le défi, il est finalement assez simple à exprimer, à formuler. Comment concilier la recherche du droit international comme un droit qui nous soit véritablement commun à tous, comme le droit international, après tout, c'est notre langue commune, ou ça devrait être notre langue commune. Comment concilier donc cette aspiration à un droit commun, tout en respectant une diversité des discours, une diversité des approches du droit international. Le professeur Alain Pellet a tout à l'heure évoqué les immenses défis que connaît actuellement le droit international. Évidemment, je le rejoins entièrement, je n'ai pas besoin de développer. Il peut paraître un peu curieux, peut-être, pour un spectateur ou un auditeur extérieur, de dire que la recherche du droit international comme un droit commun serait encore de l'ordre du défi et que ce ne soit pas acquis. Mais on voit aujourd'hui, avec les crises que nous connaissons, que faire du droit international un droit commun, c'était un common good, c'était l'objet de la conférence de l'Association de droit international à Lisbonne l'année dernière. Faire donc du droit international un droit commun, eh bien, ça reste aujourd'hui un défi qu'il est très difficile à accomplir, mais qui doit être accompli si l'on veut éviter des forces centrifuges et une déliquescence. Alors face à ce défi, comment peut-on parler du droit international? Comment en parle-t-on? Et qui en parle? Ce sont les 2 questions que j'aimerais très rapidement évoquer ici. Alors comment parle-t-on du droit international? Eh bien, je trouve personnellement, et peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je trouve que l'on en parle un peu mieux qu'avant. D'abord, on en parle davantage. L'ère trumpienne que nous avons vécue est passée, j'espère pour de bon, mais ça c'est un point de vue personnel qui n'engage que moi et pas mon association. L'ère trumpienne, c'est-à-dire l'ère qui contestait la pertinence même, the relevance of international law, la pertinence du droit international. Et nous avons fort heureusement des exemples très récents. Monsieur Serpa Soares a cité évidemment la conclusion, enfin la conclusion substantielle des négociations BBNJ sur la biodiversité marine, qui marque manifestement un besoin de droit international. On pourrait aussi évoquer les demandes récentes d'avis consultatifs, enfin, qui marquent vraiment une soif de droit international. On se questionne sur le droit international et c'est très bien, je trouve, quelles que soient les réponses qui seront d'ailleurs apportées sur ces questions essentielles. Mais ce qui est encore plus intéressant que la dimension un peu quantitative, la soif du droit international, c'est, je crois, qu'on parle différemment du droit international. Depuis maintenant un certain temps, mais finalement ça ne fait pas si longtemps, nous assistons finalement à des approches comme celle des Third World Approaches to International Law, la 2e génération, mais aussi les études décoloniales, les approches féministes du droit international, dont la présidente de l'association de droit international, la professeure Christine Shinkin, a été l'une des grandes précurseurs. Toutes ces approches nouvelles me semblent intéressantes
non pas parce qu'elle déconstruirait le droit international. De mon point de vue, elles sont beaucoup plus intéressantes que les approches critiques que l'on a pu avoir auparavant. Elles ne visent pas à déconstruire le droit international, elles visent à en offrir une vision décentrée. Décentré un peu de droit international, First World International Law, le droit international européocentré. Et ça, évidemment, ça me paraît très utile et très intéressant. Donc, ce n'est pas parfait, évidemment, mais je trouve que l'on parle un peu mieux du droit international. Là où le bas blesse, c'est lorsque l'on regarde qui parle du droit international aujourd'hui. Alors, j'ai évoqué à l'instant les TWAIL, les Third World Approaches to International Law, et on oublie parfois que eh bien, ce mouvement des TWAIL, il a commencé en 1996 autour d'un réseau de jeunes chercheurs qui sont d'ailleurs devenus célèbres, mais ce n'est pas leur faire injure que de rappeler que ce mouvement, il a commencé à la Harvard Law School. Et que, en fait, derrière la diversité d'apparence des approches, ça a été d'ailleurs évoqué par mes prédécesseurs Lucas et David, on a un risque quand même d'un moule qui soit de plus en plus homogène autour d'une langue une lingua qui n'est plus très franca, pour être tout à fait honnête, une langue qui a tendance à s'homogénéiser, et puis autour aussi, ça a été dit, j'y reviens pas, de modes de formation. Aujourd'hui, le marché de la... C'est triste de parler comme ça, hein, mais il y a un marché de la formation en droit international avec des méthodes un peu uniques. Et alors, j'ai absolument rien contre le monde anglo-saxon, c'est pas du tout ça, que les choses soient très claires. Mais la vérité de tout cela, c'est que ça crée des mécanismes, des inconvénients avec d'autres approches qui sont un peu laissées pour compte, left behind, et à la fois dans les formations en des approches linguistiques. Alors, ceci dit, il n'y a pas de fatalité de tout ça, et je crois que c'est l'objet d'ailleurs de cette réunion. Nous, les internationalistes, nous pouvons et nous devrions nous parler mieux, y compris par le biais de nos sociétés nationales ou régionales. On a beaucoup parlé de la diversité linguistique, je n'ai pas besoin d'y revenir, mais on peut quand même dire en deux mots que l'état des lieux de la diversité linguistique est quand même pas du tout satisfaisant, alors même que les organes intergouvernementaux, la conférence de La Haye, droit international privé, le 15 mars, il n'y a pas longtemps, vient d'accueillir l'espagnol comme langue officielle. Donc les organes intergouvernementaux progressent, mais nos sociétés, et je peux parler de la mienne, entre guillemets, sans aucun problème, mettre une petite pierre dans son jardin, nos sociétés affichent très peu de plurilinguisme, peut-être la société brésilienne un peu mieux, un bilinguisme qui est un peu déséquilibré, voire un bilinguisme de façade. L'Association de droit international a une constitution qui dit que les deux langues de l'association sont le français et l'anglais. Comme vous le savez, l'anglais domine, mais nous travaillons. Alors, l'association m'a élu, je suis le premier francophone élu au poste de directeur des études. Je les avais prévenus, hein, tant pis pour eux. Mais évidemment, moi, je ne veux pas faire prédominer le français, ça n'aurait aucun sens. Mais par exemple, nous essayons de travailler à ce que toutes les résolutions de l'Association de droit international soient non seulement traduites en français, pour moi elles ne doivent pas être traduites en français, elles doivent être discutées en français au moment où elles sont posées lors des conférences biennales. Donc on essaye de progresser, mais c'est un effort pour l'ALE comme pour d'autres sociétés. Voilà. Et c'est d'autant plus incompréhensible cette difficulté linguistique que, avec les moyens modernes, honnêtement, je trouve qu'on devrait dépasser cette difficulté sans trop de difficultés. Bon, si vous aimez moi, ça m'a toujours fasciné quand j'étais enfant dans la saga de la guerre des étoiles, Star Wars. Il y a toujours, vous verrez, il y a toujours une scène dans tous les Star Wars, ça fait partie du cahier des charges, où les héros se retrouvent sur un marché, sur une planète lointaine, bon voilà, un marché haut en couleur, et tout le monde se parle dans des langues très différentes sans que ça pose aucun problème. Alors évidemment, c'est de la science-fiction, mais hier, moi aussi, j'ai fait ma petite visite. Je suis aussi allé à la Casa de Literatura Peruana, avec cet hommage à Vargas Llosa. Je vais vous lire ce que j'y ai vu en espagnol. Mon espagnol est terrible, vous m'excuserez, mais je vais quand même vous le lire en espagnol, parce que ça prouve qu'il n'y a aucune fatalité. Voilà ce qui est écrit dans cette maison. En nuestro país,
conviven 47 lenguas de origen amazónico y andino. Cada una implica distintas culturas, territorios, modos de vida, formas de ver el mundo, Los hablantes de las lenguas amazónicas y andinas en su mayoría son bilingües o multilingües, además de su lengua materna hablan el castellano. Asimismo, el castellano tiene diferentes expresiones según la región, la clase social, la educación, entre otros factores. En tal sentido, la lengua está ligada a nuestra identidad, sentir, pensamiento, experiencias y visiones del mundo. ¿En cuál lenguas imaginamos, nombramos y poétisamos el mundo? Une phrase magnifique. Alors, si on y arrive au Pérou, et si on y arrive ce matin, c'est vrai que je suis assez fasciné, on n'a pas vraiment besoin des oreillettes, je ne vois vraiment pas pourquoi on ne pourrait pas y arriver plus généralement. Au-delà de la diversité linguistique, et j'en terminerai avec ça, il y a évidemment une vision plus substantielle de la diversité que nos sociétés de droit international doivent aujourd'hui prendre en compte. Il faut accueillir la diversité dans toute sa diversité. Diversité évidemment ethnique, nationale, régionale, la question bien évidemment de la parité entre les hommes et les femmes, la question de l'inclusivité de genre, et aussi, j'ajoute un point qu'on oublie un petit peu, la question de la diversité générationnelle, dans toutes ses dimensions. C'est bien d'être mûr, etc. Et c'est bien aussi d'accueillir des early career scholars, comme on dit en anglais, des jeunes chercheurs. Et là aussi, à l'ILA, nous travaillons vraiment actuellement pour que la recherche d'expertise que nous souhaitons, évidemment, dans nos comités, ne soit pas un frein à l'ouverture, et qu'on ne dise pas, pour parler très concrètement, que telle ou telle personne ne peut pas devenir membre d'un comité parce qu'elle n'aurait pas telle ou telle expertise. Parce qu'il y a des moyens pour contourner ça. Vraiment, on y travaille. Je présenterai des réformes sur ce point dans 3 mois, là bientôt, dans 2 mois. Donc il y a des moyens de contourner ces difficultés qui, là encore, ne sont pas une fatalité. Ces questions de diversité, elles commencent à être prises en compte par nos sociétés, mais de manière imparfaite. Il y a une politique de la diversité qui a été récemment adoptée par l'ILA. Il y en a une, je crois, à l'American Society of International Law. Il y en a une à la European Society of International Law. Je n'en ai pas trouvé dans les sociétés africaines ou asiatiques. Peut-être qu'il y en a, on me démentira, je serais heureux. Et évidemment, il y en a très peu dans les sociétés nationales, à ma connaissance, alors que ce n'est pas du tout stupide. Il y a aussi une question de diversité qui se pose au sein des sociétés nationales de droit international. Et au-delà de la dimension formelle de l'adoption de ces politiques, bon, c'est important parce que ça permet après de les respecter, je crois qu'on doit, dans nos travaux même, effectivement, et encore une fois, ce n'est pas très compliqué, assurer cette diversité. Alors voilà, j'en ai terminé. Nos sociétés, à leur modeste niveau, ont, je crois, un rôle essentiel à jouer pour que nos discours sur le droit international reflètent cette diversité qui est à la base, encore une fois, d'un langage commun. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre.